Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre au centre de l'espace sur l'Agora pour démarrer cette première table ronde de la journée qui est consacrée au secteur du pressing autour d'une thématique qui, je pense, va tous vous intéresser, à savoir réagir après la crise. Donc, pour nous accompagner autour de cette thématique, j'accueille autour de cette table ronde. Je vais vous laisser vous présenter en une petite minute. Donc, Alexis Le Petit. Oui, bonjour Sandra, merci beaucoup. Donc Alexis Le Petit, je suis le cofondateur de My Little Pressing, qui est une solution de collecte et de livraison de pressing pour les particuliers et les professionnels, basée à Lyon aujourd'hui et sur Annecy demain. Sylvain Dizeran. Oui, bonjour à tous. Sylvain Dizeran, donc je dirige l'entreprise Kunz Pressing qui exploite des pressings en propre et qui développe la marque Kunz Pressing sur le territoire national. Et Pascal Berardosi. Bonjour, je suis Pascal Berardosi, fondateur de la société Inforum et créateur des logiciels Gesticlean et Brooklyn pour donc le secteur de l'entretien et textile. Voilà, donc 3 pointures, 3 experts pour nous accompagner autour d'une thématique qui est quand même pas anodine. On le sait, on sort d'une période compliquée, pas complètement résolue. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez repartir armés avec des vraies idées, des pistes concrètes d'action à mettre en place dès que vous rentrez dans vos magasins pour améliorer votre chiffre d'affaires et, on va dire, réagir. C'est vraiment ça. OK. Alors, vous m'excuserez si je lis un tout petit peu ma note. Mais c'est pour introduire le sujet. Je pense que ça mérite d'être fait. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi cette thématique? Il reste en France, aujourd'hui, on va tirer un tout petit peu la sonnette d'alarme sans être trop dur, hein, il reste moins de 3000 pressings en France aujourd'hui, pour 4000 en 2019 et pour 10 000 dans les années 2000. Donc la chute, elle est quand même assez drastique, on peut le dire. Ce sont des chiffres vertigineux pour des commerces qui ont été victimes du télétravail, des changements de mode vestimentaire, de la concurrence des applications mobiles qui proposent le pressing à domicile, mais aussi de beaucoup de départs à la retraite des exploitants qui n'ont pas trouvé de repreneur. Voilà comment on en arrive à faire que ce secteur ne pèse aujourd'hui plus que 250 millions d'euros. Il a perdu 40% de son chiffre d'affaires en 2020, 30% en 2021. Les raisons, je vous les ai énumérées juste avant. Donc dans les grandes agglomérations où l'activité des pressings dépend fortement des actifs, le chiffre d'affaires de certains établissements a baissé de 50%, voire de 95% dans les quartiers résidentiels. Voilà pourquoi il faut réagir, encore une fois. Je vous rappelle que les pressings sont restés ouverts pendant le confinement. Ils ont été jugés comme des commerces essentiels, bien que l'activité, évidemment, a été fortement réduite. On le sait. Donc la profession qui est encore constituée, vous me contredire hein, si je dis des bêtises hein, surtout, qui est constituée encore à 85% d'indépendants a été fortement fragilisée. Donc tout ça c'est pas hyper réjouissant, on est d'accord, mais évidemment il y a des solutions. On est tous conscients et d'accord qu'à un moment donné ce marché va forcément se stabiliser. Non, le pressing ne va pas disparaître. Non, on a besoin de ce commerce. Mais comment vous allez pouvoir vous adapter, faire en sorte de mettre en place des actions concrètes qui ne soient pas déconnectées de votre cœur d'artisanat. Je ne suis pas en train de vous dire créer un relais colis. Non, non. Ça n'intéresse pas grand monde en vérité et ça ne rapporte pas grand-chose en vérité. On est d'accord. Donc, je ne vais pas attendre plus que ça. Ce que je voulais vous dire de plus, c'est que les acteurs Internet, et je vais interpeller directement Alexis là-dessus, qui sont essentiellement installés dans les grandes villes, on le sait, se généralisent. Il y a énormément d'acteurs qui ont rejoint la panoplie des services à la personne. Je peux en citer quelques-uns. Certains seront peut-être aussi parmi nous aujourd'hui. Lavoir Moderne, Washer, Cowash, MyGeorge, The Pressing, Hublot. Et la liste des applications disponibles est longue. Pourtant, là où il y a un vrai point de crispation, et c'est encore plus vrai en zone rurale, c'est que c'est une activité à la rentabilité qui reste faible. Car contrairement aux autres services à domicile, le pressing nécessite 2 livraisons, une pour récupérer le linge et une pour le ramener. Donc ma question à Alexis est la suivante.
Ce modèle a-t-il vraiment de l'avenir et peut-il permettre aux exploitants urbains d'activer un levier propre à booster leur chiffre d'affaires? Ça, c'est ma première question. Alexis. Merci Sandra. Pardon pour cette introduction un peu longue. Non, et en plus, les raisons des fermetures de pressing ne sont pas dues qu'à la digitalisation de cette activité, mais au contraire, elle est là pour la redynamiser et lui apporter du travail. Parce que le business model de My Little Pressing, en tout cas le nôtre aujourd'hui, c'est de faire travailler nos partenaires, qui sont des pressings aujourd'hui, que ce soit des indépendants ou des pressings en réseau. Et l'objectif de My Little Pressing, voilà, c'est de continuer à faire perdurer cette activité qui est en crise, oui, mais qui demain doit évoluer si elle veut passer ce cap-là. Concernant la rentabilité, elle va passer par pas mal de choses. La logistique est un coût, oui. La logistique est une charge, oui. Mais elle peut être rentabilisée si elle est bien organisée. C'est aujourd'hui notre challenge chez My Little Pressing, c'est d'arriver à trouver les tenants et les aboutissants pour que le client ait toujours une solution. Donc aujourd'hui, nous, on livre des particuliers, mais on livre aussi des professionnels, des acteurs du marché que je rencontre face à My Little Pressing, notamment sur la place parisienne. On a des gros acteurs qui sont présents aujourd'hui. Certains s'en sortent, d'autres s'en sortent pas. Dans 5 ans, on verra qui sera encore là. Mais c'est vrai que le parti pris de My Little Pressing, c'est au contraire de ne pas être que sur un seul marché. Nous faisons du particulier, mais nous faisons aussi beaucoup de professionnels, puisque le professionnel peut avoir des besoins ponctuels, des besoins réguliers, et tout le monde ne peut pas répondre à ces besoins. Ça, c'est important. On a parlé des actifs qui, effectivement, commandent moins dans les pressings aujourd'hui. Oui, on porte moins de chemises. Oui, on porte moins de costumes. Bon, pourtant, derrière sa visio Teams, on est peut-être en short, mais on porte quand même sa veste de costume pour montrer qu'on est en tenue de travail. Mais il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui ont de nouveaux besoins, des acteurs qui n'étaient pas là avant. Le Covid a créé aussi ce besoin de nettoyer les choses de manière plus régulière, de manière plus assidue. Et c'est vrai que ces nouveaux acteurs qui, avant, ne consommaient pas, consomment aujourd'hui et nous les récupérons. Donc le marché baisse sur certains pans de marché, mais il augmente aussi sur de nouveaux. Donc c'est là où il faut être assez présent et trouver le moyen de rendre rentable cette activité. Et réussir à s'entourer. De fait, aujourd'hui, un exploitant n'a pas forcément les armes. Et ça, là-dessus, je pense que vous pouvez aussi réagir, Pascal et Sylvain, pour se lancer dans justement la livraison à domicile. Oui, parce que My Little Pressing n'a pas ses propres pressings, je répète ça encore une fois. L'objectif pour nous, c'est de faire travailler nos partenaires. Donc à Lyon aujourd'hui, nous travaillons avec des pressings partenaires que nous avons qualifiés sur le volet. Et ces pressings aujourd'hui avec qui on travaille, je peux vous assurer qu'ils ne manquent pas de boulot. Ça, c'est sûr, voire ils en ont énormément. Et c'est ce qu'on va souhaiter sur Annecy prochainement avec Sylvain et le réseau Kunz. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, je suis d'accord sur un principe essentiel, c'est que de plus en plus de nos teinturiers, nos clients, qui trouvent des solutions et vont de l'avant, il y a une partie B2B très importante. Et on a de plus en plus, et je pense qu'un des éléments essentiels sur le développement, ça va être d'aller aussi offrir des services aux clients professionnels. Le marché des particuliers, effectivement, est en baisse. Et nous, on le constate au quotidien. On a de plus en plus de demandes et de plus en plus de propositions et de clients qui vont sur un marché professionnel avec des solutions, même, pourquoi pas, vers la RFID, pourquoi pas, vers la traçabilité des vêtements de sécurité. Et c'est quelque chose de vraiment important qu'on constate, nous, au quotidien. Sylvain, tu voulais réagir aussi ou pas ? Nous, on a une vision, je peux peut-être présenter maintenant ou plus tard en fonction, c'est de dire qu'il n'y a pas un canal à privilégier par rapport à un autre. Nous, on a subi la crise, je pense, comme tous les pressings, et le regard qu'on a eu dès 2019, c'était de multicanaliser notre offre, c'est-à-dire de ne pas rester uniquement sur un pressing tel qu'on le connaît. Et je vais vous présenter peut-être notre vision du pressing qui reprend un dessert que j'apprécie beaucoup, qui est la tarte au citron, et qui est là juste pour exprimer de manière très visuelle la vision du pressing aujourd'hui, qui est une tarte au citron où le client va venir récupérer, va déposer ses articles, les récupérer, les payer dans un pressing, et ses vêtements sont traités sur place. Et le simple fait de déstructurer cette vision et de dire que le point de contact du client avec la marque, ce n'est pas forcément le pressing, mais ça peut être aussi l'application, que le point de contact du dépôt et de la livraison de l'article, ce n'est pas seulement le pressing, mais ça peut être une conciergerie, ça peut être de la livraison à domicile, ça peut être une box, comme je vous présenterai tout à l'heure.
on multicanalise pour essayer, avec des coûts de production qui restent les mêmes, c'est-à-dire un investissement qui restera sensiblement le même, d'arriver à développer l'activité de manière rentable. Donc, bon, ça c'était la présentation. Nous, on a aussi, à travers cette digitalisation, mis l'accent, comme toutes les marques, hein, sur notre impact environnement, avec un travail qui a été fait avec nos adhérents sur la réalisation d'une promesse qui peut être tenue. On ne va pas aller raconter des choses qui ne sont pas la réalité. Donc ça, c'est un point aussi où on a vraiment voulu se singulariser à travers quelque chose qui est propre à l'ensemble des réseaux. On a des adhérents ici aujourd'hui, et ne pas dire des choses qui ne sont pas tenues. Donc voilà sur ces éléments. Évidemment, la digitalisation, on avait créé dès 2019 avec un forum une application propre qui permet de gérer le contact du client avec la marque. Et cette application peut être utilisée avec tous les canaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et maintenant, on va créer du lien avec probablement d'autres activités comme My Little Pressing pour que le client puisse avoir le choix de là où il veut déposer son article et là où il veut le récupérer. C'est important ce que dit Sylvain, sur le client doit avoir le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client, il vit dans un monde qui est celui-là, c'est-à-dire qu'il y a de la livraison, on se fait livrer beaucoup de choses, le service peut en être une de ces choses. Les pressings en physique doivent exister encore, parce que cet artisanat, ce contact humain, une bonne partie du marché le souhaite encore, une autre partie ne souhaite pas mais peut-être plus, ou n'en a pas besoin. Donc les différents canaux, il faut qu'ils existent. Et aujourd'hui, il y a toujours un marché. Peut-être qu'il y a moins de pressing disponible, mais pourtant la demande, elle est toujours là. Que ce soit du B2C ou du B2B, elle est toujours là. Et à nous de trouver les bonnes solutions pour que le client final, que ce soit un particulier chez lui, sur son lieu de travail ou une entreprise, elle ait toujours la possibilité de dire cette solution me convient plus que celle-là. À nous de rendre disponibles ces solutions. Moi, je voudrais rebondir aussi justement là-dessus pour être un peu plus dans le concret, être un peu plus dans le concret sans partir tout de suite trop sur la digitalisation, sur développer des nouveaux services, parce que vous en avez parlé justement. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que on voit se développer de façon vraiment forte sur ce marché? J'ai quelques exemples, bien évidemment. C'est pas très nouveau, mais le nettoyage et la customisation de chaussures ou de sneakers, la location entretien, j'aimerais bien qu'on puisse en parler, effectivement. Pascal, je crois que c'est toi qui en as parlé. Hein. Pour qui? Comment, en fait, hein. Les pressing drive, est-ce que ça, c'est encore une formule qui pourrait avoir de l'avenir? Et puis, Sylvain, tu l'as évoqué, effectivement, le côté multicanal, développer des points, ce qu'on appelle des points froids, des relais, installer des casiers ou des box, donc, pour augmenter sa zone de chalandise, et puis livrer à domicile et au bureau. Si vous pouviez rebondir éventuellement sur ces différentes possibilités. Alors, je peux rebondir sur le pressing drive, par exemple. Alors, effectivement, nous avons quelques clients qui ont fait ce choix. Alors, ça implique quand même une infrastructure un peu particulière. Donc, c'est pas quelque chose, on ne peut pas décider ça en fonction de là où on se trouve. On va dire, je vais faire un drive, ça va m'augmenter mon chiffre d'affaires. Non, il va falloir effectivement monter un projet, mais ceux qui l'ont fait en tirent des bons résultats. Voilà, ça, c'est sûr. Mais par contre, ça nécessite des emplacements particuliers, ça nécessite des investissements lourds. Et c'est pas évident à mettre en œuvre. Donc c'est pas une solution qui peut être appliquée comme ça. Demain, je rentre chez moi, je veux développer mon chiffre d'affaires, ça va pas fonctionner. Voilà. Par contre, ça peut être un projet sur le plus long terme qui pourrait être mis en place en fonction des endroits stratégiques qu'on pourrait trouver. Après, pour ce qui concerne la traçabilité, les nouveaux marchés, sur l'identification, effectivement, c'est quelque chose qui se développe vraiment avec un besoin d'offrir des services sur, par exemple, des salariés d'une entreprise, avec des identifications, avec une traçabilité, avec un suivi, le contrôle des nombres de lavage. Ce sont des choses qui sont de plus en plus demandées par des entreprises aujourd'hui. Et là, par contre, je pense qu'un pressing pourrait proposer ce genre de service de façon utile et à développer des nouveaux marchés. Et là, en l'occurrence, ce serait vraiment pour le coup de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on a des très grands acteurs nationaux qui sont positionnés sur ce genre de marché. Je ne vais pas les citer, mais les clients de ces grands enseignes cherchent aussi parfois à trouver un partenaire plus proche, plus réactif, peut-être avec des conditions plus souples. Et là, pour le coup, il y a effectivement, on a quelques clients, nous, qui ont fait le choix de se positionner là-dessus. Par exemple, on a un client dans la région de Toulouse qui gère aujourd'hui l'ensemble des vêtements de travail de tous
les clients de l'aéroport de Toulouse. Et donc, c'est pourtant, il a 3 petits magasins, mais grâce à ça, il a su rebondir, il a su augmenter sa visibilité, parce que tous ces salariés des différents aéroports, enfin de l'aéroport, viennent aussi chez lui et vont aussi consommer en tant que particuliers. Donc voilà, ça permet aussi de faire des rebonds. Et on a de plus en plus de clients de ce type-là. Enfin, de plus en plus. On en a quelques-uns qui ont fait des belles réussites. Mais ça implique nécessairement une démarche. Voilà. Après, il faut aller chercher le client, mais parfois les clients sont aussi demandeurs dans certains bassins, évidemment. Ce n'est pas valable partout. Mais l'industrie, de manière générale, l'industrie est friande de traçabilité sur les vêtements de travail, les EPI, en fait, de leurs salariés. Voilà. Et un autre marché auquel je pense aussi avec l'explosion d'Airbnb, c'est justement d'aller chercher ce linge. La location. En location, bien sûr, ouais, oui. Alors, dans toutes les zones touristiques, on a effectivement, il faut savoir se positionner sur ce marché de la location. Et nous, en tant qu'un forum et notre système de gestion, depuis le début, on a inclus toute une série de fonctionnalités permettant de faire cette gestion B2B et ces fonctions de location, ces fonctions de traçabilité. Voilà. Ok. Et Sylvain, du coup, je reviens vers toi, je reviens sur le côté multicanal. Chez Koons, vous avez développé une box également. Oui, on a développé une box en fin 2019 qu'on devait mettre en place dans le premier semestre 2020. Ça a été reporté. Cette box, elle fonctionne depuis le début de cette année. On en a implanté une dans un bungalow parce qu'on pense que le modèle sur les parkings de supermarchés ou dans des zones de fort passage permet pour le pressing qui va investir dans la box d'avoir une extension de part de marché sans avoir l'investissement qui est lourd évidemment aujourd'hui pour créer un pressing, et avec la pendularité de la logistique d'arriver à augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter ses charges fixes. Donc ça c'est un travail qu'on a fait sur cette box, la première que l'on a mis en place, avec un certain succès. Elle était pourtant en phase test. Avec un forum, on a fait un gros travail et on a eu un relatif succès commercial avec des gens qui étaient très demandeurs et qui ont trouvé ça très pratique parce que la box, elle est ouverte évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et elle permet de déposer les articles et de les récupérer quand on en a besoin. Encore une fois, c'est une attention client qu'on a voulu mettre en place et c'est quelque chose qui est en train de se généraliser, en tout cas sur notre secteur, et qu'on va commercialiser en France, avec ou pas la marque Koons. Ça, c'est pas très important. L'important, c'est que c'est une innovation qui nous a permis de mettre en place un certain nombre d'éléments. Donc, on la voit ici dans un bungalow, sur un parking, et on a une attractivité qui est très forte. Elle est très vue, très visible, et c'est quelque chose qui s'est fait début de ce mois. Mais on pense qu'on va avoir une multiplication par 3 du chiffre d'affaires. C'est entre 100 000 et 150 000 euros de chiffre potentiel, avec un investissement de départ qui est un tiers d'un investissement pressing, mais avec un coût de fonctionnement qui est moindre, évidemment. Oui, j'allais te demander si tu avais des projections déjà. Ouais. Okay. Oui, donc c'est quand même une piste intéressante, très certainement à creuser. Je voulais rebondir aussi sur, j'ai envie de dire, un élément fondamental, de base, facile. Augmenter ses tarifs. Pascal. Moi, j'ai un avis un peu particulier sur les tarifs. Donc, il faut savoir que j'ai été teinturier pendant une trentaine d'années et j'ai vécu le stress de l'augmentation des prix en tant que teinturier. Mais au fil du temps, au fil des années, avec l'expérience qu'on a, le recul qu'on a aujourd'hui sur le marché des teinturiers, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans un pressing, mais par contre, je suis dans dans beaucoup de pressing à travers le logiciel que j'ai créé. Et la pensée qui me vient à l'esprit, c'est de dire qu'aujourd'hui, le prix n'est pas la solution, c'est un outil. Et c'est un outil qui va nous permettre de nous positionner sur le marché. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le prix, c'est la quantité. C'est que même si vous faites votre pantalon à 15 €, vous en faites 3 par jour, ça ne va rien vous rapporter. Vous n'allez pas pouvoir payer vos salaires. L'important, c'est vraiment la quantité. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y a un mix prix qui permette de cibler la clientèle qui est la clientèle du pressing, de la zone, et la clientèle que l'on cible. Je dis toujours aussi régulièrement qu'il vaut mieux avoir des clients qui payent cher et donc vendre cher les articles plutôt que d'avoir des prix économiques, parce que de toute façon, le travail à effectuer sur un article haut de gamme, pour une clientèle haut de gamme, est bien moindre. Et donc, en fait, vous allez faire moins de travail, vous allez perdre moins de temps, et pourtant, vous allez dégager plus de marge. Donc, en fait, le prix, pour moi, c'est un outil marqueur
permettant de se positionner par rapport à un marché. Et donc, après, si vous avez le volume, vous pourrez effectivement ajuster vos prix et calculer une rentabilité supérieure, augmenter votre rentabilité. Mais ce n'est pas à travers le prix lui-même que vous allez, entre guillemets, améliorer votre rentabilité. Le prix est un outil qui vous permet de vous positionner sur un secteur et par rapport à une clientèle. Selon moi, hein. Attention. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Je crois qu'il y a un facteur essentiel, c'est le rapport qualité-prix. Donc je pense qu'il faut étudier le marché. Il y a des marchés qui sont aujourd'hui en berne et qui ne permettent pas d'envisager d'avoir une rentabilité, quel que soit le prix, parce qu'il n'y a pas le marché. Donc je crois que c'est très intéressant. Je reviens sur la box. La box, on la positionne sur un endroit où on sait qu'il va y avoir une clientèle captive de passage. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans nos réseaux, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Pour ça, il faut voir la concurrence, il faut regarder ce que fait la concurrence, il faut regarder le marché, quelle est son évolution, et arriver à un moment donné à se positionner en termes de prix, non pas par rapport seulement à la quantité qu'on veut avoir, mais aussi par rapport à la qualité qu'on veut rendre. Parce qu'on a connu les clean discount qui faisaient des prix très bas avec une qualité qui était à la mesure. Et aujourd'hui, il y a des pressings qui font une très très bonne qualité, au-delà de ce qu'on peut faire, notamment des indépendants. Et ça, c'est un marché sur lequel il faut positionner un prix en face d'une qualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc nous, aujourd'hui, en tant que généraliste du pressing, en positionnement plutôt haut, mais malgré tout généraliste, on essaie de trouver un positionnement rapport qualité-prix qui soit le meilleur sur le marché. Je termine du coup par rapport à ce sujet-là. Tout à fait d'accord avec Pascal et Sylvain là-dessus. Le prix, il est important, oui, parce que le prix définit de toute façon l'action d'achat. Mais faire du discount, c'est un choix. Faire du luxe en est un autre. Être entre les deux et avoir un rapport qualité-prix bon pour un travail qui, de toute façon, comme disait Pascal, est à faire. Aujourd'hui, vous pouvez pas vendre un pantalon 2 € et un autre 18, parce que de toute façon, le travail de base, il est un peu le même. Même si on peut déduire la qualité, il y a quand même une action machine, il y a quand même une action humaine. Donc de toute façon, on ne peut pas avoir des écarts de prix trop importants. Mais le prix, il évolue en fonction de son marché. Aujourd'hui, on parle d'inflation. Oui, il y a une augmentation des prix. Des prix qui augmentent, c'est normal. Encore une fois, il faut que ça reste raisonnable. Et c'est important de suivre aussi son marché. Il y a une veille concurrentielle énorme à faire pour pas non plus être, entre guillemets, trop déconnant là-dessus. Excusez-moi du terme. C'est important. Et dans le métier de la livraison, nous, on a une charge supplémentaire. Alors, on n'a pas de magasin, donc on a des assets qui sont différents. On a de l'essence. Aujourd'hui, le prix de l'essence chez nous, effectivement, c'est un vrai sujet dans une société comme Little Pressing. Mais finalement, ça ne représente pas une variation si importante que ça. Donc, à nous aussi d'avoir des prix forts lorsqu'on peut le faire, sans être, entre guillemets, en dehors des clous. Baisser ce qui peut être baissé et, entre guillemets, avoir une source de revenus qui soit suffisante sans non plus aller en chercher trop. Un client aujourd'hui ne va pas aller payer le double de ce qu'il peut avoir finalement en le faisant lui-même. Ça n'a pas de sens. Donc il faut que la livraison, elle rentre dans ces coûts-là, comme le fait d'avoir un magasin, comme le fait de développer. Et c'est pour ça que le prix, encore une fois, est important, mais on ne base pas tout son business là-dessus. Il ne nous reste plus que, je pense, à peu près 5 minutes. Et puis ensuite, on pourra passer à une phase de questions-réponses si jamais vous en avez, avec grand plaisir. Un autre sujet, du coup, sur lequel... Il y a plein de pistes encore, j'ai une grande liste, hein, vous voyez, mais on ne pourra peut-être pas tout évoquer. Ceci étant, les conversations pourront se poursuivre en dehors, il n'y a pas de problème. L'association de produits, ce qu'on appelle la vente de produits additionnels, tout simplement, pour booster un petit peu le chiffre d'affaires. Est-ce que ça peut être une piste intéressante ou pas ? Alors, de mon point de vue, par rapport à mon expérience, par exemple, historiquement parlant, j'avais des pressings dont la clientèle vieillissait et malheureusement, les enfants de ces clients ne venaient pas chez moi. Et un jour, j'ai eu l'opportunité, dans les années 90-2000, de mettre en place des distributeurs vidéo dans mes magasins, en façade. Alors, la vidéo avec le pressing, ça n'a aucun rapport, mais par contre, ça a permis de faire venir devant mon magasin toute une catégorie de clients jeunes qui sont mis à consommer chez moi. Ça m'a rajeuni la clientèle. On a même eu un client qui a eu l'audace une fois sur Paris de faire un pressing où il y avait d'un côté pressing, de l'autre côté sushi. Ça n'a pas tenu longtemps, hein. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, évidemment, la cordonnerie, mais ça c'est classique et c'est habituel, mais le fait d'associer une activité complémentaire peut être effectivement un relais qui est utilisé par de nombreux teinturiers et qu'il faut garder à l'esprit.
Alexis, peut-être tu peux dire quelques mots sur justement ces fameuses activités complémentaires. Ce sont des activités qui sont complètement complémentaires. Dans les pressings, vous retrouvez déjà la plupart du temps de la couture et de la retouche. Vous pouvez, alors, pas dans tous les pressings, ça pour le coup, mais des activités comme la cordonnerie sont aussi des activités qui se ressemblent. En fait, on se rapproche assez finalement rapidement du domaine de la conciergerie. Parce que lorsque vous êtes une conciergerie, que ce soit une conciergerie physique, digitale ou autre, vous avez dedans 50% minimum de pressing. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est positionné d'abord sur le pressing, puisqu'on sait que c'est une porte d'entrée dans une entreprise, on sait que c'est une porte d'entrée chez les particuliers. Et ensuite, vous faites du upselling avec des activités complémentaires, comme la cordonnerie et beaucoup d'autres. Donc c'est vrai que c'est important de ne pas être monoproduit. Enfin, c'est mon avis, puisque nous, My Little Pressing, par exemple, une activité comme la nôtre ne marcherait pas, je pense, si on ne faisait que du pressing chez les particuliers. La rentabilité ne serait pas assez forte et ne permettrait pas d'avoir des coûts supplémentaires comme la livraison. Et c'est pour ça que ce mix produit, il est composé de beaucoup d'autres activités. On nettoie des baskets, on nettoie les tapis, on nettoie énormément de choses, ce qui viennent du coup, par rapport à certaines activités, rapporter plus de marge et viennent combler les activités qui en font moins. Et le mix produit doit permettre d'avoir une certaine rentabilité couvrant ces frais-là. Alors ça, c'est très important puisque ce sont des activités qui restent bel et bien connectées à votre cœur de métier. Ah, on livre pas des sushis, mais ça c'est sûr. Tout le monde ne sait pas forcément nettoyer un cuir, ne sait pas forcément nettoyer un tapis, voire n'est pas forcément équipé pour. Et du coup, là-dessus, je voudrais juste rebondir, Sylvain, avec toi sur l'aspect formation, justement. De l'importance de continuer à apprendre et à se former. On a tout simplement besoin de formation quand on est sur un marché qui a muté tel qu'il a muté, pour arriver à s'adapter à nos clients. Il y a quelques années, on n'aurait pas pensé qu'on ferait 50% de notre chiffre d'affaires en nettoyage ou aquanettoyage. Et derrière, c'est une formation technique, c'est des choix de produits. Aujourd'hui, nous, ça fait partie des 5 piliers. La formation, elle est tout à fait essentielle, que ce soit sur des bases techniques, ou sur des bases commerciales. On fait des ventes actives, pas de produits additionnels, mais de services additionnels. Évidemment, demain, ça nous servira pour vendre le nettoyage des sneakers ou toute autre activité. Oui, bien sûr, parce qu'il y a pas. Oui, il y a aussi les services. On est bien d'accord, Oui. tout à fait. Les produits additionnels, nous, on les a pas mis en place. Je pense toujours à ces boules, ces antimites et autres. Ça, on n'a pas fait. C'est une gestion de stock compliquée, une valeur ajoutée pas toujours très bonne. Mais par contre, on va faire des traitements antimites sur les articles. Donc ça, on est sur une capacité. La formation, c'est la clé de voûte. C'est une des clés de voûte qui nous permet aujourd'hui de former des collaborateurs en quelques semaines, de les rendre opérationnels et d'avoir une base technique qui soit process, c'est-à-dire on ne va pas laisser la personne faire comme elle a envie, on est sur une base où tout de suite les collaborateurs vont intégrer la base de ce qu'on veut qu'ils fassent dans les magasins. Et est-ce qu'au sein de ton centre de formation, vous allez aussi loin que ça, former justement les collaborateurs sur l'entretien des tapis ou ce genre de choses ? L'entretien des tapis, on le sous-traite comme une partie de la blanchisserie. Par contre, on va former aussi bien sur du repassage, de la réception, l'aquanettoyage, toutes les méthodes. On va également former sur le détachage, ce qu'on appelle textile expert, c'est-à-dire une capacité à former des collaborateurs pour qu'ils aient vraiment une appréhension textile forte. On va former également sur les ventes additionnelles avec un process vente active de 2 jours. On a 3 sessions par an avec une dizaine de collaborateurs à l'intérieur. Et on a aussi une formation qu'on a appelée stratégie des conflits, qui en fait a vocation à former les collaborateurs sur la résonance que peut avoir une relation évidemment avec un client, mais plus loin que ça aussi, la relation qu'on a avec tout autre, que ce soit à la maison, dans la rue ou ailleurs. Ok. Alexis, toi tu parlais, et après je m'arrête, tu parlais de la cordonnerie tout à l'heure, qui est quand même un autre métier. On peut toujours trouver des biais, mais c'est vrai que ça reste un autre métier. Oui, c'est un autre métier, mais c'est déjà un métier artisanal. Donc globalement, on se rapproche des domaines du pressing et de la couture. Aujourd'hui, My Little Pressing va tendre à devenir une sorte de conciergerie, puisqu'on s'appelle My Little Pressing, mais globalement, ce n'est qu'un branding. Et derrière, on vend beaucoup d'autres activités. On a parlé beaucoup du nettoyage de baskets. Ça a de l'avenir, puisqu'aujourd'hui on achète des baskets à plusieurs centaines d'euros et dès qu'il y a une tache de café dessus, on ne sait plus quoi faire. Et les machines à laver ne le permettent pas. Les cuirs, les tapis, la réparation, le nettoyage de sac à main, c'est quelque chose aussi qu'on propose. Lorsque vous avez un sac à main qui est d'une forte valeur, vous renversez quelque chose dedans ou dessus, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, c'est des choses qui s'ajoutent. Mais ce sont des choses qu'on a ajoutées
que lorsqu'on on nous l'a demandé. Ce sont les clients, beaucoup de choses qu'on a fait rentrer chez My Little Pressing pour faire de la vente additionnelle, ce sont des choses qu'à la base, nos clients nous ont demandé. Alexis, voilà, vous repassez mes chemises à la maison, en tout cas vous venez les prendre pour les repasser, j'ai un souci là-dessus, est-ce que vous pouvez le faire? Donc c'est aussi ça, écouter son marché, que ce soit les entreprises ou les particuliers, et surtout dire oui le plus possible. Pas vendre et faire n'importe quoi, mais trouver des solutions face à des problématiques auxquelles on nous expose. Donc nous arrivons au bout de cette première demi-heure de table ronde. Le format est très court et un petit peu frustrant, je le concède. J'avais encore plein de questions à vous poser. Mais on peut continuer à échanger de toute façon dans les allées avec grand plaisir. J'aurais voulu vous parler des systèmes d'abonnement, de la façon de créer une communauté autour de votre marque, de communiquer. J'aurais voulu qu'on ait le temps de parler de tout ça. Mais on ne peut pas tout faire. On peut le faire après dans les allées ensemble avec plaisir. Je vais céder la parole à l'audience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Victoire se tient à votre disposition avec un micro afin que vos questions puissent être correctement entendues et enregistrées. Donc allez, faites un petit signe si vous avez des questions. Bonjour. J'ai un pressing et blanchisserie professionnelle. Je fais du B2C et du B2B. Et concernant votre box que vous mettez à disposition 24/24, comment gère-t-on la remise du linge quand il y a un problème? Ou même quand on le prend? Parce qu'on est confronté très souvent, si on n'était pas en visuel sur le comptoir, de voir éventuellement qu'il y ait un défaut ou il est abîmé. Comment on gère ça après? Là, c'est un gros problème qu'on a actuellement. Alors, on n'a pas prétention à avoir été au bout du bout, mais le process de la box, il va dans un premier temps permettre au client d'indiquer des singularités sur ses articles pour que nous, on le sache. S'il veut un après, s'il veut une imperméabilisation, s'il y a une tâche particulière, il va nous l'indiquer. S'il ne le fait pas, nous, on va le voir à la réception. Et à la réception, on va l'indiquer sur l'article concerné. Il y a une tâche, il y a une réserve, il y a quelque chose, on va l'indiquer. On va ensuite envoyer un message au client lui disant « il y a une modification, on veut que tu le valides ». Cette validation, il va la faire ou pas. S'il dit non, on va lui rendre ses vêtements en l'état. S'il dit oui, le process continue et là, on rentre dans quelque chose de normalisé. S'il ne répond pas, il est en vacances ou il n'a pas envie ou il ne sait pas, on va avoir une automatisation de l'accord au bout de 24 heures. Ça, c'est sur la partie réception. Évidemment, les conditions générales d'utilisation du service sont déterminantes pour arriver à se blinder ou en tout cas être attentif à ne pas se retrouver en difficulté. Sur l'aspect de la livraison, elle va permettre au client, avec toujours son application, son code barre, de récupérer ses articles. On aura indiqué sur les vêtements s'il y avait des tâches particulières qu'on n'a pas pu faire partir, comme on le fait aujourd'hui. Et sur la communication, on a la possibilité, évidemment, pour le client de nous envoyer des messages, de nous envoyer un mail, de nous appeler pour nous dire qu'il est content, il n'est pas content, il y a quelque chose qui lui va ou pas. Là-dessus, on a, et contrairement à ce qu'on peut penser, des nombreux téléphones avec les clients. Un client qui nous amène un article, on ne sait pas s'il veut plier son pantalon avec un pli ou sans pli. On va l'appeler, on va lui dire « Monsieur, quel est votre choix ?» Donc ça n'empêche évidemment pas la communication. J'ai même envie de vous dire que ça rassure le client, qu'on est vraiment sur une relation où on met à disposition un outil automatique, mais on n'enlève pas du tout la qualité de la prestation et de la relation avec le client. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Je voudrais juste compléter sur un élément, c'est que quand la marchandise arrive dans le pressing, donc il y a un contrôle qui est fait sur l'ordinateur de gestion, c'est qu'on scanne le code, la commande arrive à l'écran, et les modifications qui sont apportées sont envoyées automatiquement sur l'application mobile du client qui est prévenu qu'il y a une modification qu'il va accepter ou pas. Donc ça se fait aussi à travers l'application comptoir du pressing et qui va se reporter sur le téléphone mobile du client qui va accepter ou pas les différentes modifications, aussi bien de prix que de services complémentaires ou autres. Voilà. Merci important. Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas peureux. Hein. Pas d'autres questions. Ok, très bien.
Eh bien, dans ce cas, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à cette première table ronde. Je vous invite à ne pas trop vous éloigner parce qu'il va y avoir trois ateliers, je crois. Non, 2 ateliers. Non, je dis des bêtises. 2 ateliers, pardon. 2 ateliers qui suivent. Donc le premier, d'ailleurs, Pascal, c'est celui... Bah si, je dis pas de bêtises. C'est 30 ans. Non, un forum. Oui, mais ce sera David qui viendra. Ce sera Pas David. moi. Et qui sera suivi par un atelier animé par Kreusler. Voilà. Bah, merci beaucoup à vous, merci de votre attention et puis n'hésitez pas à continuer à solliciter nos experts qui sont présents pour échanger sur cette thématique que nous avons essayé de couvrir du mieux possible, mais évidemment on n'a pas pu tout dire. Merci à vous messieurs. Merci Sandra, merci à vous.